Bonjour à tous, bienvenue dans Super Stream, le podcast de télé-loisirs consacré au streaming. Je suis Laurence Gallois et ici on va parler des programmes des plateformes que vous regardez tous les jours, Netflix, Canal+, Disney+, ou encore Prime Video. Alors les règles du jeu sont simples, on se met à l'aise, pas de prise de tête, on est un peu comme à l'apéro du vendredi soir où on échange nos coups de cœur, nos coups de gueule, en totale subjectivité bien sûr. Alors, j'espère que vous n'êtes pas allergique à la mauvaise foi quand nos chroniqueurs, eux, sont champions en la matière. J'ai le plaisir de vous présenter Juliette Eusbrock, Émilie Lopez et Marc Carlin. Bienvenue à tous les trois. Bonjour. Merci. Hello. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime beaucoup. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Super Stream. Allez, c'est parti. Juliette, Émilie et Marc, on va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule du moment. Émilie, j'ai envie de commencer avec toi, tiens. Ah bah moi, pour une fois, j'allais dire pour une fois, mais non, ça va être un coup de gueule. De mon côté, j'ai regardé l'affaire Assunta sur Netflix, qui est restée pendant très très longtemps dans le top. Spoiler alert, ne regardez pas du tout. Ça n'a absolument aucun intérêt. En fait, c'est l'histoire c'est tiré d'une histoire vraie, d'une jeune fille adoptée qui est découverte morte à l'âge de 12 ans. Et en fait, ses parents sont soupçonnés d'être impliqués dans sa mort. Donc j'ai regardé la série qui est lente, qui est pas très 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 bien jouée, et je suis fan de faits divers et de séries sur les faits divers et adaptées de... Oui, tu regardes beaucoup. Voilà, je regarde beaucoup. Et à la fin du truc, qui dure, j'ai ressenti 2 ans, et je crois qu'au final c'est 6 heures, je me suis dit, ok, j'aurais mieux fait de lire Wikipédia, et ce serait allé vachement plus vite. Donc un conseil, ne regardez pas. Lisez plein d'articles, renseignez-vous si vous êtes intéressé par les faits divers, mais ne regardez pas ça. Vous allez perdre du temps. Franchement, regardez un truc cool. Je crois que mes collègues ont des propals un peu sympas. Ça dépend lesquels. Ouais. Mais en tout cas, l'affaire Assunta, passez votre tour. Mais lisez, c'est vachement bien de lire. C'est mieux. Franchement, sur ça, c'est mieux. Alors, on a une internaute de Télé-Loisirs dont le pseudo est Cléopatra qui, elle aussi, a regardé l'affaire Assunta sur Netflix. Alors, elle est pas tout à fait d'accord avec toi puisque, visiblement, elle a aimé. Elle écrit « Ça me fait mal au cœur à chaque fois que je regarde ces séries. Ça m'empêche que je les regardais plusieurs fois pour bien comprendre. » Et elle ajoute, elle parle ensuite des acteurs en disant que certains comédiens ont du talent, d'autres un peu moins. Oui, mais c'est ça le truc, c'est que ce qui l'intéressait, c'était le fait divers, c'était pas la série. C'est et ça. En fait, au final, le résumé est pas terrible. Autant faire un documentaire qui soit bien foutu, plutôt qu'une série où au final, on n'apprend rien. Et pire que ça, on ressort super frustré. Donc lisons plutôt. Ouais, et puis si elle a dû regarder plusieurs fois pour bien comprendre, ça veut dire que Netflix avait quand même des tout petits problèmes d'écriture sur cette série. Hein. Alors Juliette, il me semble que toi aussi, c'était plutôt un coup de gueule que tu voulais partager avec nous. Oui, moi je suis chonchon ce mois-ci. Je suis chonchon parce que j'ai regardé L'idée d'être avec toi, qui est disponible sur Prime Video, qui est plus ou moins le retour d'Anna Thaoué qu'on n'avait pas vu depuis un moment, et Dieu sait combien j'aime Anna Thaoué. Alors je pose les bases tout de suite, je n'ai toujours aucun problème avec elle. Elle est sublime. Elle joue du mieux qu'elle peut avec le peu qu'on lui donne à jouer. Non, c'est plutôt sur son partenaire que j'aimerais pousser un coup de gueule. Nicolas Galitzine. Je ne comprends pas la hype autour de cet acteur britannique. On le voit partout, tout le temps. Et là encore, il démontre à quel point il a peu de charisme. Alors, ce qui est vrai, c'est que depuis les dernières fois où on l'a vu, il est allé à la salle de sport. Le mec a poussé de la fonte. Et d'ailleurs, c'est quand même le seul... Il avait quand même des muscles dans Nos cœurs meurtris sur Netflix. Écoute, oui, mais là, je pense que vraiment... Ou alors, il a commencé, tu vois, à prendre... à se nourrir en protéines en plus. Mais d'ailleurs, c'est, je pense, la seule qualité qu'il a, puisque au bout de 5 minutes de temps d'écran, le monsieur enlève son t-shirt. C'est dans son contrat, à mon avis. Je pense. Ouais, t'as raison. Encore un film qu'on regarde pour l'intrigue. Ouais, bien pour sûr. le scénario. Donc moi, c'est vrai que je trouve qu'on le voit trop. Et je trouve que en plus, là, il est face à Anna Thaoué, qui est quand même une actrice assez charismatique. Et du coup, il pâtit complètement de la comparaison. Bon, et puis en plus de ça, moi qui adore, mes collègues le savent autour de la table, les comédies romantiques. Voilà, ça satisfait mon petit côté fleur bleue. Là, j'ai trouvé la comédie assez plate, sans parler du réalisme, parce que bon, déjà, elle débarque, c'est donc Solène qui a une 40aine d'années, qui rencontre à Coachella la star d'un groupe de musique pop. Elle tombe comme par hasard dans la caravane de ce chanteur très connu. Bah, ça t'arrive pas, toi, quand tu vas à Coachella ? Écoute, non, j'ai pourtant maintes fois essayé de rentrer dans la caravane d'Harry Styles, mais comme par hasard, il y avait toujours 15 personnes de la sécu devant. Donc voilà, scénario, ça n'allait pas, et voilà, faut en finir avec l'ère Nicolas Galitzine.
Alors, du côté des internautes de tes loisirs, pareil, j'ai trouvé quelqu'un qui n'était pas vraiment d'accord avec toi, puisque apparemment cette personne a beaucoup aimé l'idée d'être avec toi pour Nicolas Galitzine, justement, puisqu'elle nous dit, avec Nicolas, on regarde sans modération. Voilà, tout est dit. Par contre, bon, on spoilera pas la fin du film, puisque pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais cet internaute n'a pas été vraiment convaincu par la fin. Voilà, donc on n'en dit pas plus pour ne pas divulgacher, mais voilà. Je pense qu'elle regarde, mais qu'elle n'écoute pas du coup, puisque c'est tout l'intérêt de Nicolas. Alors c'est promis, on dirait pas comme ça après ces 2 coups de gueule, mais à tes loisirs, on aime aussi beaucoup de choses. Marc, toi, tu as eu envie de nous parler d'une série de Prime Video qui t'a séduit ? Tout à fait, Prime Video dispo sur le Pass Warner. C'est une série qui s'appelle The Sympathizer. C'est une série d'espionnage qui raconte les aventures d'un espion communiste infiltrant les services secrets sud-vietnamiens. C'est les services secrets qui étaient soutenus par les Américains, voilà, pour expliquer un peu. Et donc il se retrouve à Los Angeles pour suivre un ancien général de l'armée sud-vietnamienne en exil, et il va continuer à livrer des informations aux communistes tout en s'adaptant à son nouveau pays, les États-Unis. Alors il faut s'accrocher, pendant le premier épisode ça va très très vite. J'allais dire, ça a l'air un peu pointu quand même. C'est quand même très pointu, ça va très vite, on comprend pas tout ce qui se passe. On peut facilement se dire ok, non là c'est trop compliqué pour moi ce soir, là je vais aller regarder quelque chose de beaucoup plus simple, Bridgerton par exemple. Et je vois pas pourquoi tu dis ça. Oh la violence. Le petit tac là au passage. Mais une fois passé ce cap, je trouve qu'on s'installe assez facilement dans l'ambiance de la série si on aime bien ce genre de série barrée, comédie noire, complètement dingue. C'est très très rythmé. Le ton change tout le temps. Il y a du sérieux, il y a du burlesque, voire même c'est romantique par moments. Et le casting est très étonnant, puisque je pense que c'est la seule série au monde où on peut croiser Fox Mulder et Alice Nevers. Puisque oui, David Duchovny des X-Files et Marine Delterme jouent dans la même série. J'avoue, c'est un peu improbable. C'est bon, tu me l'as vendu, je vais regarder. Meilleur crossover, pourquoi TF1 n'y a pas pensé plus tôt ? C'est un camoulox, c'est le meilleur camoulox de l'histoire. Et c'est pas fini, parce qu'on retrouve aussi Sandra Oh, que les fans de Grey's Anatomy et de Killing Eve connaissent bien. Et les fans, eux, de Robert Downey Jr., alors là, ils vont être carrément aux anges, puisque l'acteur joue 4 personnages différents. Rien que ça. Voilà, rien que ça, ce qui lui permet évidemment de laisser cours à sa folie naturelle et à son goût pour l'outrance. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Le The Sympathizer, 7 épisodes sur le Pass Warner de Prime Video. Et est-ce qu'il a été payé 4 fois du coup, tu crois ? Je pense. Alors, il est coproducteur de la série. Ah oui, donc ça aide dans ces cas-là, ouais. Je me fais pas trop de doutes sur son Robert cachet. sait négocier ses contrats. Robert est formidable. Donc un gros coup de cœur pour toi, Marc, visiblement. Ouais. C'est le cas aussi de la journaliste qui va nous rejoindre dans une minute pour le parti pris d'actualité, qui elle aussi a eu un coup de cœur, pas pour The Sympathizer, ou en tout cas peut-être pas encore, pour la petite série à laquelle tu as donné un tacle à l'instant. Si je vous dis mariage, Angleterre, scène de bal, vous me répondez Bridgerton. Oh yeah. Alors oui, on ne pouvait pas ne pas parler de la chronique des Bridgerton. La saison 3 vient de sortir sur Netflix et c'est juste l'une des séries les plus vues de l'histoire de la plateforme, rien que ça. Alors, dire que Stéphanie Fuseau, qui vient de nous rejoindre, trépignait d'impatience serait un euphémisme. On parle quand même de quelqu'un qui a vu la saison 2 5 fois, dont je cite une fois en allemand. Bienvenue Stéphanie. Merci pour cette présentation. Sans sous-titres, j'espère. Bien sûr. Oui, donc du coup, je vais parler d'une série qui est très facile à comprendre, d'après Marc, d'après ce que j'ai entendu. Donc, je vous dirai pas combien de fois j'ai regardé Bridgerton, sinon je vais ressortir avec la camisole de force. Mais j'ai étudié la question de très près et j'en suis arrivée à cette conclusion, c'est que Penelope et Colin, c'est le couple le plus excitant de la série, et ce pour 3 raisons. Premier point, le glow-up. Je partais avec une petite appréhension parce que j'ai toujours trouvé Penelope et Colin très mignons, mais j'avais un petit doute sur le potentiel de sexitude. Mes verdicts, ils sont canonissimes et on se lasse pas de les regarder, et d'ailleurs j'aurais aimé les voir un peu plus en saison 3. Deuxième point, le switch. C'est totalement jouissif de voir s'inverser le rapport de force entre Penelope et Colin. Il est totalement vulnérable et elle a le pouvoir. Donc dans les 2 cas, j'ai marché à fond. Ce qui m'amène à mon dernier point, c'est la saison la plus romantique. Leur alchimie, elle est insoutenable, surtout dans les scènes d'amour. Le premier baiser est ultra romantique. On peut pas s'empêcher de faire un « oh ». Et la scène de la calèche, qui est culte pour les lecteurs, nous tire un « waouh ». Donc voilà, prévoyez un ventilo, c'est très chaud. Et pour terminer, en fait, j'aime beaucoup Daphné et Simon. J'adore Kate et Anthony, bien sûr, comme tout le monde. Mais Penelope et Colin, ils ont ce petit truc intime auquel on peut s'identifier et qui me les fait aimer encore plus.
Alors, Stéphanie, c'est un vrai revirement parce que je te rappelle quand même qu'il y a 2 ans, quand on a appris que Colin serait le héros de la saison 3, tu nous as écrit un article intitulé « Alerte Gouja, notre coup de gueule contre Colin ». Alors, c'est beau de ressortir les anciens dossiers, Laurent, j'aime je bien m'inscris ça. info contre ce titre qui n'était pas de moi. Je me demande qui a pu le trouver. Bref, passons. Alors, qui est d'accord avec Stéphanie? Qui pense au contraire qu'elle a complètement tort? Allez, je vais me tourner vers Juliette. Bah moi, je suis un peu déstabilisée. Là où je rejoins Stéphanie, c'est que je trouve que c'est effectivement la saison la plus romantique de Bridgerton. Et on mentirait tous en disant qu'on regarde Bridgerton pour pas regarder quelque chose de romantique. Je trouve que justement, c'est l'histoire amoureuse par excellence. Elle est amoureuse de lui depuis toujours. Là, ça se concrétise enfin. Donc j'adore. Après, le glow-up, je suis d'accord pour Pénélope. Colin, je suis assez mitigée parce qu'on lui a quand même fait un glow-up... mi-beau gosse, mi-gouja, justement, parce que justement, il a ce truc où d'un coup il devient beau, et donc d'un coup il a couché avec toute la France, toute l'Espagne, toute l'Italie, et maintenant tout Londres. Je suis pas sûre qu'on avait tout à fait besoin de ça pour se dire que Pénélope le désirait profondément. Donc moi, ça me laisse un peu sur ma faim, et surtout, je trouve que Pénélope brille un peu moins, en fait, là... Contrairement aux 2 saisons précédentes, elle est réduite à son histoire amoureuse, elle est moins Lady Whistledown. Et donc en fait, c'est vrai que je trouve que autant elle fait une très belle histoire d'amour avec Colin, autant en termes de tempérament, je crois que je la préfère en couple avec Héloïse. Donc voilà, moi c'était mon idée au scénariste. J'aurais trouvé ça bien plus excitant. Bah, c'est l'autre histoire d'amour de toute façon de la saison, hein, tout le monde l'a dit. Mais par contre, par rapport à Colin, je trouve que ce qui est intéressant justement, c'est de voir son évolution, c'est-à-dire ce côté un peu gouja. Il se force à l'être parce qu'il pense que c'est ce qu'on attend de lui, et petit à petit, il comprend que c'est pas ça en fait. Dès le 3e épisode, on comprend que dans sa tête, voilà, il commence à se dire c'est pas ça que je recherche, c'est superficiel. Je trouve ça un peu répétitif. On avait déjà eu ça avec Anthony, le côté cavalier, tu vois, qui va d'aventure en aventure. On n'avait pas là en plus, on a ça avec Bénédicte aussi, plus ou moins à côté. Je veux dire, tous les frères Bridgerton ont pas besoin de coucher avec la terre entière avant d'avoir un arc de rédemption, quoi. Après, c'est un peu différent pour Anthony, je trouve, parce que lui, il avait un vrai coup de cœur quand même dans la saison 1. C'était pas juste, il cavalait à gauche et à droite. Et pour Bénédicte, c'est plus le côté exploration, quoi. Ouais. J'essaie de voir un petit peu qui me séduit, etc. Donc, je trouve que c'est encore différent avec Colin, qui essaie de faire le Don Juan et qui se rend compte que c'est pas fait pour lui. Mais enfin, moi, je trouve que le fait d'être devenu beau comme ça, de la saison 1-2 à la 3, un peu par magie, ça excuse pas et ça rattrape pas tout ce qu'il a fait, et notamment la fin de la saison 2, où il a quand même dit que jamais, au grand jamais, il ne sortirait avec Pénélope. Mais parce que c'était un gamin à l'époque. Ouais. Enfin, il avait rien vécu. Il était resté dans son Londres, là, à regarder ses copains et ses frères se marier, avoir des histoires. Lui, c'était Miskin, le petit dernier dont tout le monde se foutait. Et donc, c'est pour ça qu'il avait cette attitude une fois qu'il a commencé à voir le monde et à se dire bah oui, effectivement, il y a autre chose que la vie de la société à Londres. Du coup, il a commencé un petit peu à mûrir. Moi, je suis désolée, je vois, il s'en est pris plein la tronche sur Twitter. Je comprends pas. En fait, j'ai l'impression qu'il faut forcément être un bad boy dégueulasse pour être sexy. Alors que moi, ce qu'il fait dans cette saison, notamment dans la scène de la calèche, où il se met à genoux, il la supplie de l'aimer, mais pas de façon pathétique, façon Meredith dans le Grey's Anatomy, vraiment de façon super jolie. Je trouve qu'il y a rien de plus beau et de sexy. Mais justement, moi, je l'ai trouvé sexy à ce moment-là. Mais du coup, pour moi, pour en arriver à ce moment où il se met à genoux devant Pénélope et il la supplie de l'aimer, il avait pas besoin d'aller se taper l'Europe entière. Non, et puis l'autre problème qu'il y a, c'est au niveau des scénaristes et de la production, c'est qu'effectivement, 4 épisodes, c'était trop court. On a l'impression que du jour au lendemain, il a fait « Ah bon, tiens, finalement, j'ai envie de me la faire. » Non, en fait, il aurait fallu avoir une vraie saison, qu'on nous mette pas tous les à côté, parce que j'ai l'impression qu'on les a pas assez vus, Pénélope et Colin. Et donc, c'était un petit peu, voilà, c'est arrivé, tiens, oh bah tiens, un tour de calèche, c'est la première fois qu'on fait ça, dis donc. Oh bah viens, je vais aller te pécho à l'intérieur. Allô, s'il te plaît. Donc, Émilie, toi, tu serais plutôt d'accord avec Stéphanie sur le fait que c'est le meilleur couple de Bridgerton? Alors, moi, j'ai une passion pour Kate et Anthony. Néanmoins, pour moi, c'est un petit peu les Chandler et Monica de Bridgerton. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà, j'aime bien les babtous fragiles, je te l'ai dit. J'aime bien défendre la veuve, l'orphelin, les babtous fragiles et Colin. Pour moi, c'est les Chandler et Monica de Bridgerton. Sans l'humour de Chandler, qui est quand même le meilleur personnage comique ever. Mais le côté, on passe de l'amitié à l'amour, et surtout, effectivement, ce rapport de force, à savoir lui qui est censé être le BG et elle un peu la nana dont personne ne veut, et d'ailleurs c'est ce que lui dit sa mère, et en fait au final c'est elle qui a le pouvoir, mais je trouve ça génial et ça me fait plaisir.
Bon alors Marc, on n'a pas encore entendu notre caution masculine sur le sujet. Caution candide surtout, parce que j'ai découvert Bridgerton avec ces 4 épisodes. Je n'avais jamais regardé une minute, honte à moi. Tout le monde me regarde autour de la table avec un air de dégoût. Et de jugement. Et de jugement, évidemment. Moi, le dégoût. On est dans un lieu sûr ici. Non mais voilà, après qu'on m'ait rebattu les oreilles à coups de Bridgerton ci, Bridgerton là depuis des années, j'ai un peu envie de dire tout ça pour ça. Je pensais prendre du plaisir. Alors, certes coupable, mais quand même du plaisir. Et quand même, je me suis pas mal ennuyé pendant ces 4 épisodes. C'est comme si toute la mollesse de ce couple avait contaminé toute la série. Parce que moi, je me mets Pénélope un peu dans le même bateau. Je suis désolé, vous tapez sur Colline, mais Pénélope, elle est pas non plus extraordinairement excitante dans la série par son humour, son intellect. Voilà. On sent que les personnages comme Héloïse sont beaucoup plus intéressants. Ça va aller à la droite. Non, mais voilà, enfin bon, peut-être c'est le cas sur les autres saisons et peut-être que l'arc en fait sur lequel elle arrive maintenant dans la saison 3 se comprend. Et pour quelqu'un qui débarque là maintenant, c'est assez peu compréhensible de penser que Pénélope est un personnage super intéressant. Et c'est important de rappeler ça aussi parce que tout le monde ne suit pas les séries forcément dès le début. On peut aussi les reprendre en cours de route. Donc oui, c'est important de rappeler. Et du coup, je me suis un peu accroché à des personnages secondaires. Donc j'ai bien aimé la reine, qui est assez amusante. Quand t'as vu ces sujets, il y a un peu un côté Christina Cordula d'Arégence, quoi, qui est assez marrant. Avec ses perruques. Ouais, je vais essayer là. Dès qu'on finit l'enregistrement, je vais essayer ça. Et pareil pour les sœurs de Pénélope, les 2 pestes. Sont très drôles. Qui sont très drôles, calquées sur Javelotte et Anastasie dans Cendrillon. Voilà. Et il y a un léger mieux sur l'épisode 4, j'ai trouvé, où les enjeux scénaristiques me semblent plus intéressants. La scène de la calèche. La scène de la calèche est effectivement réussie. C'est ça, l'enjeu scénaristique. Voilà. Du cul. Pardon, voilà. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Je sais pas, on va être censuré. On me dit dans l'oreillette. C'est surtout, il y a tout. Il y a tout ce qui représente le couple dans cette scène, en fait. On a le petit rire gêné, on est potes, on a l'assentiment, c'est-à-dire qu'elle lui dit bien qu'elle veut qu'il le fasse, on a la déclaration à genoux, donc où il est complètement vulnérable, où elle a le pouvoir, elle se rend compte de ses sentiments, etc. Il y a tout vraiment qui représente toute leur relation depuis les 3 ans, en fait. C'est vraiment comme si ça arrivait à un climax. Ouais, et puis c'est même un concentré de Bridgerton. Je veux dire, ce qui se passe dans la calèche... Enfin, ils sont en train de se pécho pour la première fois alors qu'ils se connaissent depuis 20 ans dans une calèche, personne n'est à l'aise, c'est tout petit, ils sont serrés. La déclaration est grandiloquente. Voilà, en fait, cette scène, c'est un concentré de Bridgerton. Mais du coup, moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas eu un peu de concentré de Bridgerton avant ça, quoi. Enfin, je veux dire, il faut en arriver à l'épisode 4 pour arriver là. Et en plus, avec Stéphanie, je sais qu'on était à la même avant-première de l'épisode 1. Et c'est marrant, dans le public, les gens, quand ils ont fait un teasing un peu de la saison 3 et qu'il y avait un peu des moments sensuels, les gens disaient c'est ça qu'on veut, on veut du sexe. Et voilà, et on n'a pas de sexe avant l'épisode 4, disons les choses. Un peu pour ça qu'on regarde Bridgerton aussi. Mais rappelons qu'en saison 2 notamment, c'était des chauds lapins, mais même moi à un moment j'ai dit non mais est-ce qu'on peut avoir un épisode où ils sont pas tout le temps au lit? Non, c'était la 1. Oui, c'était Daphné. La 1. Mais non, dans la 2, ils mettent 6 épisodes à se pécho. En Dans fait, la 2, ils sont tapés très fort avec la 1 pour redescendre quand même un peu et se calmer, mettre un peu le haut là sur la 2. Alors, depuis la 2e et maintenant la 3e, on a l'impression qu'ils ont concentré ces scènes-là sur 1 ou 2 scènes clés, mais beaucoup moins que la saison 1 avec Daphné et Simon. Mais parce que si ça correspond moins aux 2 personnages. Enfin, tu vois, là, il y a Pénélope qui est quand même qui découvre un peu l'amour, et lui est pas, c'est pas quelqu'un qui est aussi dans la société que Simon, tu vois. Ouais, mais donc ce serait bizarre. En plus, ils sont amis, etc. Ce serait bizarre que tout d'un coup, pendant 3 épisodes, ils sautent dessus tout le temps. Surtout qu'il y a des enjeux qui font qu'il y a des secrets, etc. Bah non, au contraire. Au début d'une relation, t'es censé être tout le temps en train de te tripoter. Enfin, je sais pas. Ou alors vraiment, c'est que leur vie, elle est chacun ses relations, Émilie, hein. Ça devient trop intime. Alors, j'ai pas de calèche. Je pense que ce sera le mot de la fin sur Bridgerton. Merci Stéphanie d'être venue défendre ce point de vue qui t'appartient. J'ai l'impression que c'était quand même assez partagé finalement. Vive Pénélope et Colline. Merci Stéphanie. Merci à vous. Allez, on va jouer maintenant un petit jeu qu'on pourrait baptiser l'appel à un ami. J'ai en effet fait appel à un ami dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Il s'appelle ChatGPT et il est fan de séries lui aussi visiblement. Alors, je lui ai demandé de nous résumer des programmes qui ont fait l'actu ces derniers mois. On va voir si vous arrivez à retrouver desquels il s'agit avec un simple résumé fait par ChatGPT. Je vous préviens, il y a des évidences un peu moins évidentes.
C'est parti. Je vous préviens, je suis très mauvaise joueuse en plus. Mais j'allais le dire, moi je déteste perdre. Allez, on est mal barré. Ça va très mal se passer. On va se taper. Numéro 1. Dans un monde... Alors Juliette, faut pas que tu vois les réponses. Je regarde Émilie droit dans les yeux. Là, on triche pas. Dans un monde post-apocalyptique, des survivants en abri. Fallout. Oh là là, j'ai battu Juliette sur Fallout. Alors, on lève pas la main normalement. On n'a pas de buzzer, ça c'est pour la saison 2. Quand il y aura du budget. Alors la saison 2 justement, puisque en quelques jours seulement Fallout est devenue l'une des séries les plus vues de Prime Video, série donc post-apocalyptique adaptée du célèbre jeu vidéo, et c'est donc en toute logique que Prime Video a décidé de la renouveler pour une saison 2. Un point pour Marc Arlin. Allez, numéro 2. On retrouve le héros et ses amis dans un village arctique. Ensemble, ils découvrent l'importance de l'amitié, du courage et de l'entraide face aux défis quotidiens et aventures. Si vous trouvez celle-là sans indice... J'allais dire anthracite, mais t'as pas parlé de mort, donc non. Arctique. Village arctique. On retrouve en plus, ça veut dire que c'est une saison 2. Trou détective, c'est le seul truc cette année qui se passait en Alaska. Pas bête. Alors, c'est pas bête, mais C'est pas ça. ChatGPT, visiblement, il est pas fan de Trou détective. Indice, ChatGPT a mauvais goût. série Phénomène. Village Tu peux répéter le résumé, s'il te plaît? On retrouve le héros et ses amis dans un village arctique. Ensemble, ils découvrent l'importance de l'amitié, du courage et de l'entraide face aux défis quotidiens et aventures. Mais pour être tout à fait honnête... Attends. Est-ce que c'est adapté d'un animé? Pas du tout, c'est adapté d'une histoire vraie. C'est une série Phénomène qui fait extrêmement parler en ce moment. Mon petit Et renne. ça se passe pas du tout un article. Bravo. Deuxième point pour Marc. Ça, c'est mon petit renne. Pardon. Bah, mon petit renne, le petit renne au nez rouge du Père Noël. Ouais. non Le héros arctique. Alors, Voilà. la série... Bah, c'est ChatGPT, Excuse-moi, hein. mais ChatGPT est passé au mythe à l'apéro en fait. C'est après le deuxième verre. Et il a 3 pintes d'avance sur toi. Alors la série Mon petit renne, effectivement, qui est sortie en avril sur Netflix, ça parle pas du tout d'un renne. C'est quelque chose de beaucoup plus sombre que son titre pouvait le laisser penser, effectivement. Une histoire de harcèlement. Une histoire vraie, et elle dépasse clairement maintenant le cadre de Netflix. C'est devenu un vrai phénomène de société. Les spectateurs ont même cherché à retrouver les vrais protagonistes sur Internet. Voilà, donc ça fait énormément parler. C'est pas possible, il y a une série homonyme avec des petits, Bah, des c'est petits le enfants. film. C'est un film, Le Petit Renne, je pense. Alors, donc je vous rappelle les filles que Marc, il a 2 points d'avance. Alors, On se techniquement, concentre. là, c'est ChatGPT qui a fait n'importe quoi. Hein, donc, Alors, ChatGPT a un peu fait n'importe quoi sur le 3e aussi. Donc, on y va. Un conducteur de train de nuit qui, impliqué malgré lui dans une conspiration criminelle, doit naviguer dans un monde de danger et de déception pour protéger sa famille. Je vais donner un indice direct. Il ne s'agit pas d'un train, mais plutôt d'un avion. Ah, c'est... Non. Terminal sur Canal. Allez, un point pour Julie. Non, mais attends, je suis désolée. Alors oui, Ramsey, dans un rôle très très sombre Le meilleur rôle de de Ramsey. composition. C'est un mélange d'argent et de sang et de terminal. ChatGPT, il est scénariste, Non, il mais- écrit les Et puis scénarios. surtout, il invente des histoires que j'ai très envie de regarder. Ah. C'est... Alors Terminal, c'est effectivement la dernière création originale en date de Canal+, qui cartonne en ce moment, et ça marque les retrouvailles de Jamel Debbouze et Ramzy Bedia 25 ans après H. Alors la prochaine, elle est tellement facile que je ne donnerai pas d'indice, c'est hors de question. Vous voulez pas me laisser un point, s'il vous plaît? Attends, je t'ai quand même donné 50 € avant l'enregistrement, Laurence. Je savais pas le dire. L'héroïne est confrontée à un triangle amoureux et son passage à l'âge adulte lors de l'été. L'été où je suis devenue jolie. Ah. Allez, on va le donner à Émilie. Ah. Allez, s'il te plaît, laisse-moi le point, je t'offrirai un apéro. Je sais pas parce que t'as quand même un stylo de l'OM, donc bon. Et oui, alors j'ai dépassé l'adolescence depuis un moment. Ça reste quand même un de mes petits coups de cœur, j'avoue. Hein. Mais par contre, voilà, ouais, Émilie aussi. Par contre, je suis désolée, mais pour la saison 3 de l'été où je suis devenue jolie, il va falloir patienter un peu puisque Prime Video a annoncé que ce ne serait pas avant 2025. Le tournage vient à peine de commencer. On passe à la suivante. Ça devrait aller. Adaptation d'un roman dépeignant une menace extraterrestre interagissant. Problème à 3 accords. Voilà. Ah, bravo. Alors, Ouais. on en est à 2 Deux. pour Juliette, 2 pour Marc et 1 pour Émilie. C'est pas filmé, mais vous auriez vu le regard de Juliette, genre, eh ouais. Et moi, je sais, en 2 secondes, j'ai trouvé, je suis trop fière.
Alors, Le Problème à trois corps, effectivement, c'était la série de science-fiction annoncée comme la grosse série de Netflix du printemps. Mais elle s'est finalement révélée un petit peu décevante. Enfin, je trouve, Juliette, on était assez d'accord. Tout à fait. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Netflix a fait une annonce assez inhabituelle, d'ailleurs, pour la plateforme et pas claire du tout sur la suite, puisqu'ils ont annoncé qu'il y aurait des prochains épisodes. Ils ont parlé d'une conclusion. Mais à aucun moment, ils parlent de saison 2, de nombre d'épisodes, etc. Donc, Alors qu'ils avaient déjà signé 2 ou 3 saisons. Il n'y avait rien d'officiel. Ah, donc d'accord. voilà, ils s'étaient laissé visiblement une porte de sortie. Ils ont peut-être bien fait. Alors du coup, on a 2 vainqueurs. Ah, c'est Ex terminé aequo. De partout, ouais. Deux On pourra ex aequo. continuer. Hein. Bon, Émilie, il y aura l'occasion de J'ai prendre une sauvé- revanche la prochaine fois. J'ai sauvé l'honneur, j'ai eu un point. Ex aequo avec Juliette, mais j'ai eu un point. Après l'actualité, place à la nostalgie cette fois. On raffole tous de vieilles séries, de vieux films, et les plateformes l'ont bien compris. On n'y trouve pas que de la nouveauté, on trouve aussi beaucoup de classiques. Alors, est-il possible en 2024 de ne jamais avoir vu Le Père Noël est une ordure ? Visiblement oui. On a trouvé cet ovni à la rédaction de Télé Loisirs. Alexandra Ayo-Barreau a eu envie à Noël de tenter l'expérience en voyant le film débarquer pour la première fois sur Netflix. Et, spoiler, elle n'a pas été déçue du voyage. Bienvenue Alexandra. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Hello. Alors, je sais que là, je m'attaque à une institution de la République, parce que je sais que certains films sont au cinéma français, que le fromage et le bon vin sont à sa gastronomie. Alors, dans le bingo des films cultissimes, il y a bien évidemment Le Père Noël est une ordure. Alors, à force d'entendre des C'est cela, oui, et autres références occultes, au Doubichou, Zézette, Épouse X, et je ne vous jette pas la pierre, Pierre, je me suis dit, il fallait peut-être que je jette un petit œil à ce film pour comprendre d'où venaient toutes ces références, ces répliques cultes. Alors, je m'attendais pas à découvrir à l'aube de 2024 quelque chose qui ressemblait un peu à un vaudeville extrêmement criard et survolté. C'était porté par un Splendide qui, à l'époque, sortait à peine des planches du théâtre. Enfin, il y avait eu Les Bronzés juste avant. Et je dois avouer que le volume m'a donné un petit peu la migraine. Et que le rythme vraiment très, très effréné des scènes, ça m'a laissé peu de temps pour digérer les actions qui étaient vraiment répétitives. Et quand je dis répétitive, c'est un euphémisme. Hein. Parce qu'en dehors de la pauvre Josiane Balasco, qui avait, je pense, pas signé du tout pour être coincée dans un gag qui était largement épuisé, j'ai trouvé que Christian Clavier était le seul personnage attachant. Et 40 ans après la sortie de ce film, qui a largement été boudé par la critique à sa sortie, je trouve qu'il est le seul vestige encore intact de cette fable sociale qui, comme moi, en fait, était un ovni au moment où il est sorti en salle. Et je trouve aussi que Sakatia mène un combat qui résonne encore vachement avec ce dont on parle aujourd'hui. Tout ce qui est transidentité, c'était peut-être un peu poussé pour l'époque, mais on est un petit peu dans ce thème-là. Et parallèlement, je trouve que les amours de Zézette et Félix, qui sont le thème, quasiment c'est le fil rouge du récit en fait, qui sont teintés d'une violence assez démesurée, ça laisse un goût un peu amer dans l'après-MeToo. C'est pas ouf. Alors oui, je vous entends, il faut remettre l'œuvre dans son contexte de l'époque, c'était les années 80, on n'était pas en 2024, mais même s'il y a un statut un peu incontournable, un peu Madeleine de Proust, je dois avouer que c'était difficile de pas se dire que cette comédie a quand même mal vieilli et qu'elle laisse à la fin d'un repas d'huître un goût aussi acre que celui d'un clou, quoi. Et joyeux Noël, Félix. Allez, Marc, on va commencer avec toi, l'expert du cinéma. Et bon, c'est pas un secret qu'il n'est pas non plus de la même génération qu'Alexandra. Que juste quelques années de plus. Non, mais je comprends tout à fait, effectivement, le fait que le film ait pu mal vieillir, notamment quand on le découvre aujourd'hui. Après, moi, ce que j'aime toujours dans le film, j'ai pas revu depuis plusieurs années quand même, mais je l'ai vu quand même suffisamment de fois. Et moi, ce que j'aime bien dans le film, justement, c'est sa férocité, sa méchanceté. C'est pas une comédie bienveillante, c'est pas plein de bons sentiments, et je trouve que ça permet au film justement de garder une certaine fraîcheur, parce que justement il y a un truc un peu intergénérationnel là-dessus, c'est-à-dire que c'est de l'humour un peu vachard, mais en fait qui est très, pour moi, qui est très français aussi, quoi. C'est un humour de vanne, c'est un humour de réplique, effectivement, c'est très écrit. Effectivement, t'as raison, Christian Clavier est peut-être le meilleur personnage. C'est peut-être une de ses meilleures prestations d'ailleurs, avant qu'il s'auto-caricature en jacouille pendant 40 ans là. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Le Père Noël est une ordure, je préfère ça au Bronzé, parce qu'effectivement il y a cette dose de méchanceté, cette dose de férocité. Je comprends effectivement que ça a pu mal vieillir, notamment visuellement. Je pense qu'effectivement visuellement ça a piqué un peu les yeux maintenant. Mais voilà, moi j'aime bien Anémone, je trouve qu'elle apporte un truc génial dans le film, un peu naïf. L'ermite est très efficace dans son comique. Junio et Marianne Chalais, c'est pas ce que je préfère non plus dans le film, je suis d'accord. Voilà, mais c'est vrai que pour moi c'est un peu une Madeleine de Proust, effectivement, comme tu l'as dit. Je l'ai vu à un Noël, évidemment, à une diff télé, et je prends toujours plaisir à le regarder, donc je vais quand même le défendre.
Émilie, tu défends ou... Ah, je défends totalement. Et surtout, je suis pas d'accord avec toi sur certains arguments, Alexandra, avec tout l'amour que j'ai pour toi, tu sais. Et notamment que tu parles de MeToo. En fait, au contraire, je pense que, pour moi, le Père Noël est une ordure, il est limite avant-gardiste. Parce que ce dont on se fout dans ce film, c'est le mec violent, c'est le mec qui est transphobe, c'est tous les gens qu'on exècre encore aujourd'hui et que eux exècraient déjà à l'époque. Donc en fait, ceux qui sont des guignols dedans, ça va être Junio, ça va être l'ermite, et ceux qui sortent grandis, ça va être effectivement, on l'a dit, Katia, donc Christian Clavier, ça va être le petit voisin qui va venir amener dans la pièce de théâtre. Je préfère la pièce au film, mais ça c'est mon goût personnel, qui va être d'une gentillesse folle, qui va amener des plats et tout ça. Et en fait, les gentils sont les vrais gentils, et les méchants, on se fout de leur gueule. Et donc, quand tu dis, maintenant, à l'après-midi, ça laisse un arrière-goût aigre, au contraire, en fait, je trouve que déjà à l'époque, ils étaient en avance sur leur temps, et ils pointaient du doigt ce qui n'allait pas, et on se foutait de ceux dont on se fout encore aujourd'hui. Et moi, qui ai joué Zézette, quand j'étais petite, et qui connaissait la réplique par cœur, je ne laisserai pas parler aujourd'hui en mal de Zézette. Ok. Ouais. Alors, tu sais que là t'es partie pour au moins 3 ans à la rédac quand t'appelles Zézette. Hein. Ah ouais. Là c'est mort. Voilà, j'avais juste envie de vous le dire parce qu'on est dans un espace où de confidence et non, vraiment moi j'adore ce film. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime beaucoup ce film pour ce qu'il dit en fait, pour le message qu'il envoie. Et je me dis que encore aujourd'hui en 2024, on est en 2024, c'est très moderne le message qu'ils envoient. Je trouve. J'entends, mais en fait, moi, quand je regarde le film, il évoque plein de problématiques sociétales qui résonnent encore aujourd'hui, entre autres la solitude, parce qu'on est quand même dans un bureau, une salle où ils prennent des appels pour des gens qui sont à l'article de la mort, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont au bout de leur vie. Et au final, je trouve que toutes ces problématiques sociétales qui auraient pu être vraiment hyper intéressantes à mon sens sont écrasées un peu par le vacarme qui vient du théâtre et qui a été transposé, à mon sens, un peu maladroitement à l'écran. Donc moi, je suis là, je regarde, j'essaye d'avoir de l'empathie, j'essaye de me dire, bon, c'est super, il parle de thématiques il y a 40 ans, dont on parle encore aujourd'hui, ce qui est assez effrayant. Mais en même temps, t'as Zézette qui crie, qui n'arrive pas à remplir une feuille, c'est supposé être drôle, mais en même temps, t'as ce côté un peu moins fort, peut-être. Mais t'as raison, c'est de l'humour qui est hérité du café-théâtre, et effectivement, là-dessus... on peut pas trop le transposer à l'humour moderne, c'est sûr. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est nombreux, je pense, à préférer la pièce de théâtre aussi au film. Il y a quelque chose qui marche vraiment bien dans la pièce et que peut-être on retrouve pas tout à fait dans le film. Juliette, d'accord, pas d'accord ? Moi, plutôt d'accord avec Alexandra, mais je pense que c'est profondément générationnel. En fait, avec Alexandra, on a à peu près le même âge. J'ai découvert le film il y a quelques années aussi, donc pour moi déjà, c'est pas un objet culte. Je pense qu'il y a un rapport affectif qui est hyper fort entre les Français et ce film, quoi. Parce que je pense que on serait jamais allé le regarder avec Alex si on nous avait pas chaque année fait les mêmes blagues, parlé 15 fois dans l'année de ça. Minuterie. Mais donc je pense que déjà nous il y a plus de distance aussi, il y a un affect qui est pas là. Après je suis d'accord avec Alex dans le sens où effectivement ça a mal vieilli. Alors oui, moi aussi quand je l'ai vu, j'ai essayé de le remettre dans le contexte où il a été produit à l'époque, mais je pense que c'est un peu comme la série Friends par exemple où ouais, je sais. Attention à ce que tu dis. Ah non, on va pas nous l'énerver là. T'inquiète, on a des défibrillateurs à la sortie du studio. Vous allez assister à la fin d'une amitié, je vous le dis tout de suite. Non, tu sais combien j'aime la série Friends, mais je pense que je l'aime à ce point-là parce que je l'ai découvert à l'époque où elle est sortie, où elle a été diffusée, où elle était en plein dans son succès. Quand même. Et en fait, il y a des choses à froid. Par exemple, sur Friends, ça fait débat aujourd'hui, ça fait débat depuis quelques années maintenant. Il y a des choses qui marchent plus du tout sur Friends où quand tu le découvres aujourd'hui, il y a des propos qui peuvent s'assimiler à du racisme, à de l'homophobie, à de la grossophobie. Et je pense que Le Père Noël est une ordure se prend un peu la même claque. Et du coup, c'est vrai que quand tu le vois à froid, sans l'engouement qui est lié à la sortie et à l'événement culturel que c'était à l'époque, c'est quand même plus difficile d'oublier les défauts. Et c'est vrai que moi aussi, ils m'ont vraiment sauté aux yeux. Ça a été compliqué d'apprécier le film. Et peut-être que dans 30 ans, on dira la même chose sur Bridgerton. Absolument. À moins de 30 ans, à mon avis. Merci beaucoup, Alexandra. Plaisir. Merci. Alors, l'heure est presque venue de nous quitter, mais avant cela, on va faire un petit tour d'horizon des sorties à venir sur les plateformes. On y croit, on n'y croit pas, on va les passer au crible. Juliette, Émilie, Marc, vous allez nous dire ce que vous en pensez.
Alors déjà, on a 2 retours de séries fortes, avec la saison 4 de The Boys, le 13 juin sur Prime Video, et la saison 2 de House of the Dragon, le 17 juin, qui arrivera Je te fais un jingle sur maison. la nouvelle plateforme Max, et qui sera aussi disponible sur le pass Warner de Prime Video. On y croit, on n'y croit pas? Les The deux, tu veux Boys, dire House of the Dragon. Je crois qu'on croit aux deux, non, un peu. Enfin, peut-être encore plus à House of the Dragon qui revient effectivement après une saison qui a quand même fait l'événement. The Boys, oui, mais alors The Boys, je sais pas si... j'ai l'impression que la fanbase de The Boys, et ça y est, elle est établie. Je sais pas si la saison 4 va changer grand-chose par rapport à ça. J'ai l'impression, moi, j'ai pas regardé beaucoup d'épisodes, mais j'ai l'impression que la série marche beaucoup sur l'outrance et sur le côté un peu dingue. Il y a un risque pour ce genre de série de s'épuiser. Donc voilà, peut-être je crois plus à House of the Dragon saison 2 qu'à The Boys saison 4. Et moi, c'est l'inverse. Parce que je me dis que Prime, à l'époque où est arrivé The Boys saison 1, quasiment personne connaissait, mis à part nous, enfin, on va pas se mentir. Et que maintenant, grâce à toutes les productions qu'ils ont pu apporter, que ce soit en français ou en américain, il y a une espèce de vraie connaissance de Prime. Et peut-être qu'il y a un nouveau public qui va découvrir cette série qui est un de mes gros coups de cœur. Il y a du sang, il y a du sexe, c'est tout ce que j'aime. Donc moi, j'y crois beaucoup. Ça marche chez toi, sinon, Émilie? Et Du sang et du sexe, comme dans House of the Dragon. Ouais, c'est vrai. Oui, mais House of the Dragon, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu plus pointu. Bah, c'est sûr, c'est du sexe avec ton cousin, donc. Moi, je suis moins sexe avec son cousin, personnellement. Nous voilà mais je sais que toi, tu attends House of the Dragon. On garde ça pour les apéros du vendredi soir, merci. Juliette. Bah, moi, sur The Boys, en fait, je vois ce que Marc veut dire. Et avant la sortie de son spin-off Gen V, je pense que j'aurais eu la même analyse. Mais je pense que... Alors, Gen V, c'est donc un spin-off de The Boys qui est plutôt adressé à un public teenager, honnêtement. Mais je pense que ça a quand même redonné un peu de souffle, justement, en apportant une autre perspective de l'univers qu'est The Boys, sans se cantonner, justement... à cette organisation dont on connaît déjà les protagonistes, dont on connaît déjà les héros avec leurs défauts, etc. Même si là, en saison 4, arrive quelqu'un que j'aime beaucoup, à savoir Jeffrey Dean Morgan. On l'adore. Voilà, donc ça, on est ravis. Mais je pense que Gen V, voilà, ça peut avoir ouvert aussi... la série à un autre public. Moi, par exemple, j'avais pas vu The Boys. J'ai vu Gen V en me disant, bon, bah, j'avais loupé les 3 saisons de The Boys. Ça me fera une bonne entrée sans avoir à me faire 3 saisons si ça me plaît pas, quoi. Et en fait, ouais, c'est vrai que ça m'a donné envie de regarder The Boys. Donc, je pense qu'ils ont réussi à ouvrir. Et alors, House of the Dragon, je sais pas. En fait, moi, j'ai envie de la voir. Et en même temps, j'ai l'impression que ce truc d'attendre 2 ans entre chaque saison. Alors après, c'est peut-être mauvais l'habitude que nous donnent les plateformes d'avoir une saison, une année sur l'autre et d'être tout le temps dans cette surconsommation. D'un coup aussi, ouais, la plupart exactement. du temps. Et d'avoir tout le temps à disposition et tout. Donc ça, en tout cas, ça me donne de très mauvaises habitudes. Mais c'est vrai qu'à House of the Dragon, bah, peut-être j'aurais eu plus hâte l'année dernière. Là, bon, ça se fait long et en fait... plus j'attends pour avoir la saison, plus mes attentes sont élevées. Bien et sûr. donc plus le risque d'être déçu l'est aussi. C'est un peu l'écueil quand on propose une saison 2 d'une série aussi forte, effectivement, de décevoir les attentes du public. Alors, côté nouveauté, on a la série Présumé innocent qui va arriver sur Apple TV+, dans laquelle Jake Gyllenhaal incarne un procureur accusé de meurtre. Ça vous tente? Comme Grave. Mais déjà, on adore Jake Gyllenhaal. J'ai réussi à dire son nom, je suis trop fière de moi. Alors, je sais pas, Alors- j'avoue, je me suis même pas posé la question Alors, de comment je on le crois disait. que Marc sait prononcer la vraie Tout prononciation. à fait, la bonne prononciation c'est Jake Gyllenhaal. Voilà, donc je Ok, sais pas. à tes souhaits. Non, et puis c'est de mémoire, c'est sur Apple TV+, hein, c'est ce que tu disais. C'est ça. Et c'est vrai qu'Apple TV+, le gros avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont blindés d'argent. Et donc, qui dit blindé d'argent dit très belle production. Donc, a priori, ce sera au moins, à tout le moins, ce sera un bel objet télévisuel. Et je pense que le pitch, bon, pour l'instant, il est pas foufou, hein, on va pas se mentir. Mais je vais quand même y aller parce que Jake, Gyllenhaal. merci. Je le ferai pas à chaque fois. Et l'argent d'Apple. Mais il n'y a pas qu'une question d'argent, je pense, hein, Émilie. C'est aussi une question que Apple a vraiment depuis quelques années une ligne directrice en termes de séries qui est vraiment assez qualitative. Après, attention, parce que les dernières séries Apple que j'ai regardées, j'étais un peu déçu. Donc j'ai l'impression qu'ils arrivent un petit peu aussi à une certaine limite. Ils en produisent beaucoup plus qu'il y a 3-4 ans. Donc attention aussi à la surproduction et au fait de sortir des séries qui sont pas si bonnes que ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils ont encore ce saut de qualité où les gens se disent « Ah, une série Apple, ça c'est intéressant. » Il y a toujours effectivement des beaux castings, il y a de la belle production, comme tu dis. Ça mérite toujours qu'on jette un œil. Après, à voir, celle-là, effectivement,
pour l'acteur et pour le pitch, à voir si ça va fonctionner. Moi, Jake Gyllenhaal, Pas mal. je la tente, m'intéresse pas particulièrement. Ce qu'il a fait ces dernières années, c'est quand même pas... moi, ça fait très très longtemps que cet acteur m'a pas surprise et m'a pas donné quelque chose pour m'accrocher. Donc j'avoue que pour moi, il a été il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est plus un argument de vente suffisant de l'avoir dans une série. C'est plus le petit nouveau qu'on a tous envie d'avoir. Et l'autre chose qui me fait un petit peu peur, moi en soi, le pitch m'intéresse, mais je crois que la série, elle est créée aussi par David E. Kelly. C'est ce que j'allais dire. Je pense que pour toi, ça peut être un argument de vente. Ça, alors ouais, mais non. Alors David E. Kelly, il a fait des séries cultes que j'ai adorées, dont Ali McBeal, The Practice. Enfin voilà, beaucoup de séries que j'ai beaucoup aimées. Mais pareil, un essoufflement. Alors, il a aussi créé l'excellente Big Little Lies. Mais ça, c'était il y a 5-6 ans. Depuis, il n'a pas sorti grand-chose. Là, sur Netflix, il a sorti... Pas grand-chose de bien, pardon, je précise, Laurence. Il a sorti Un homme, un vrai, avec Lucy Liu. Donc, sur le papier et Daniels. Ouais. Et sur le papier, ça me plaisait bien. C'était une vraie déception. Donc, voilà, Après, c'est le risque aussi. Je pense que quand on crée énormément de séries comme ça, forcément de finir par un peu tourner en rond. Souvent, en fait, là le pitch d'ailleurs, ça fait un peu penser au pitch de certaines de ces séries. Big Little Lies, sur un meurtre, des secrets. The Undoing, la série avec Nicole Kidman et Hugh Grant, je crois que c'était lui aussi. Pareil, c'est un peu la même mécanique souvent. Après, Shonda Rhimes, ça fait ça depuis 30 ans et c'est toujours... On en revient toujours à Shonda Rhimes et Bridgerton. Passion Shonda Rhimes. Mais elle fait ça depuis 20-30 ans. Mais justement, elle a réussi à passer de Grey's Anatomy à Bridgerton. David E. Kelly, il sait pas faire le grand écart. Bridgerton, il elle est pas assez souple. Oui, mais elle met quand même ça. Enfin, tu te doutes bien que si elle accepte le projet, si elle, on la connaît en plus la chanson, on sait très bien qu'elle jette des petits coups d'œil et qu'elle vérifie. Vous connaissez perso. C'est comme ça que tu l'appelles. J'adorerais. On se doute bien que à partir du moment où il y a son nom dessus, elle a quand même un droit de regard et qu'elle s'assure que c'est à la hauteur de ce qu'elle a pu faire. Le problème de David E. Kelly, j'ai beaucoup de mal avec l'anglais aujourd'hui, c'est que il n'a pas su se renouveler. C'est pour ça que potentiellement, avec Jake Gyllenhaal. Je suis tout le temps attentif avec. Quelle belle équipe. Ça peut fonctionner, à mon sens. Dernière nouveauté dont on va parler, un film où le titre va rien vous dire, le héros et l'acteur non plus. Le flic de Beverly Hills qui revient encore et toujours, un 4e volet avec Eddie Murphy, produit pour Netflix cette fois. Tu veux que je te la refasse? Ouais, ok. Non, moi j'y crois pas non plus trop. Hein. On n'a pas envie quand même, le côté un peu nostalgique de ça. J'ai peur justement que ce soit vraiment juste pour la nostalgie et qu'il n'y ait pas grand chose derrière, quoi. Et puis, Eddie Murphy, c'est plus l'Eddie Murphy des années 80, hein, donc. Il court peut-être un peu moins vite qu'à l'époque. Il avait fait Un prince à New York 2, je crois, ou quelque chose comme ça, sur Prime Video il y a quelques années. C'était une catastrophe. Il avait fait un truc par contre sur Netflix, un peu Blaxploitation, je me rappelle plus du nom, Dolemite, je crois, quelque chose comme ça, My Name is Dolemite, ou un truc comme ça, qui était pour le coup pas mal, mais qui était vraiment dans un style différent. Et là, ça va vraiment être du fan service à fond. Il va mettre son beau blouson, il va mettre... il va faire ses blagues et puis les fans sont contents, mais je pense que le film va être d'une qualité, à mon avis, très médiocre. Émilie, pareil. Ça me fait beaucoup de mal de le dire. Mais je suis plus hypée par le retour des Bad Boys parce que je trouve qu'ils sont encore assez modernes. Eddie Murphy, pour moi, ça sent la naphtaline. Et juste, à un moment donné, est-ce qu'on peut arrêter de refaire 44 reboots des trucs qui ont marché dans les années 90? On a eu Top Gun. Alors certes, Maverick, moi j'ai pris un pied monstrueux, mais on a eu donc Top Gun Maverick, on a les Bad Boys, SOS Fantôme. On a SOS Fantôme, on a fait les gars, un petit peu d'imagination, je sais pas, laissez-les en fait, touchez-vous. Bridgerton. On est à ça du Père Noël est une ordure 2 et Alexandra elle sera très contente. Donc voilà, je suis pas super hypée, désolé Netflix, désolé Eddie Murphy, mais je pense que tu as assez d'argent pour ne pas être obligé de nous infliger ça. Eddie Murphy, si tu nous entends, désolé. Merci à tous d'avoir participé à ce premier épisode de Superstream. Du ton, de l'engagement, des coups de cœur, des coups de gueule. Je pense que c'est tout ce qu'on aime. Un tout petit peu de mauvaise foi, mais pas tant que ça. Bravo pour ta victoire, Émilie, au jeu. Hein. Bravo. La revanche au prochain numéro. Merci à vous surtout de nous avoir écoutés et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut. Merci Laurence. Merci. Salut.